Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition spéciale. Les États-Unis défendraient militairement Taïwan si Pékin envahit l'île autonome. Une phrase qui a retenti ce lundi tel un fort séisme depuis Tokyo, où se trouvait d'ailleurs le président américain Joe Biden en compagnie du Premier ministre japonais Fumio Kishida. La première réplique à ce tremblement non répertorié sur l'échelle ouverte de Richter ne s'est pas fait attendre. La Chine a tout de suite appelé Joe Biden à ne pas sous-estimer sa ferme détermination à protéger sa souveraineté. Cette guerre des mots laisserait-elle place à une confrontation armée entre ces deux puissances? Nos invités tenteront de nous éclairer à ce sujet. Et pour en parler justement, est avec nous Emmanuel Pouchelet, expert en relations internationales et en géopolitique. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Et est avec nous également Anne Desine. Vous êtes en direct avec nous. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors vous êtes spécialiste des États-Unis, auteur du livre Les États-Unis et la démocratie, paru en 2019 aux éditions L'Harmattan. Messieurs, madame, monsieur, je vous propose de nous retrouver juste après ceci. Consolider un équilibre asiatique selon les vues de Washington et réfréner la volonté de puissance chinoise. Mais au-delà, renforcer le leadership de l'impérium américain sur cette partie de la planète Asie-Pacifique. Finalement, rien de nouveau au pied du Fujiyama, selon les points de vue américains bien sûr. Invariable doctrine de la vieille politique étrangère, aiguillonnée par feu Zbigniew Brzezinski, le Sherpa de tous les présidents américains depuis Jimmy Carter. Joe Biden, l'actuel président américain, n'est bien entendu pas en reste. À savoir, stabiliser des points d'ancrage américains dans la région, et ce depuis plus de 80 ans avec la Corée du Sud et surtout l'allié nippon, en exagérant la menace chinoise, ce qui rendrait la présence des militaires US éparpillés ici et là dans la région indispensable. Une présence qui n'est pas toujours bien vue par la rue japonaise. Rappelons en effet, en tout et pour tout, ce sont quelques 16 bases militaires américaines déclinées en 50 000 hommes établies depuis 1947 sur l'archipel. Évoquons aussi que la constitution japonaise au lendemain de la Seconde Guerre mondiale a été inspirée par le général Douglas MacArthur, alors commandant des forces alliées au Japon. Dire qu'un président américain est comme chez lui au Japon est à peine exagéré. Et chez soi, on ne se gêne pas pour décocher flèches, critiques, avertissements, voire menaces lors d'une conférence de presse en présence du ministre japonais Fumio Kishida. La Russie, bien sûr, en invoquant la suite assurée de surenchères de sanctions économiques suite au conflit en Ukraine. Je crois que ce que Poutine essaie de faire, c'est d'éliminer l'identité de l'Ukraine. Il ne peut pas l'occuper, mais il peut essayer de détruire son identité. Et la raison pour laquelle je prends la peine de le mentionner est qu'il doit payer et que la Russie doit payer un prix à long terme pour ça, en termes de sanctions qui ont été imposées. Un leadership américain sur la zone Asie-Pacifique, notamment en mer du Sud, dont les couloirs du transport de l'énergie dont a besoin essentiellement la Chine, échappent encore quelque peu à ses forces navales. Les forces américaines y veillent. La raison pour laquelle je me donne la peine de dire ça, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de l'Ukraine. Si après tout ce qu'il a fait, un rapprochement s'opère entre les Ukrainiens et la Russie, et que ces sanctions n'étaient pas maintenues à de nombreux écarts, quel signal cela enverrait-il à la Chine sur le coup d'une tentative de prise de Taïwan par la force? Ils flirtent déjà avec le danger en ce moment, en volant si près et avec toutes les manœuvres qu'ils entreprennent. Rejoint aussi par l'Australie, l'Inde et le Japon pour un sommet d'alliance informelle nommé Quad. Un détail près que l'un de ses membres, l'Inde, se distingue par son refus de condamner Moscou concernant ses menées en Ukraine, voire de réduire ses échanges avec la Russie. Un des sujets brûlants qui seront au menu du tête-à-tête entre Joe Biden et Narendra Modi, prévu demain.
Voilà, donc retour à vous, Manuel Pouchelet, Anne Désine. J'aimerais avoir votre réaction, Anne Désine, pour commencer. Quelle est votre première réaction à ces propos plutôt inattendus du président américain, puisqu'ils ont surpris même sa propre équipe, selon les sites spécialisés. Il s'en prend tout de même ouvertement à deux géants que sont la Chine et la Russie. Il est clair que la Russie a envahi l'Ukraine en violation de toutes les règles internationales. Ce qui est étonnant, c'est la rapidité avec laquelle on a assisté à une montée en puissance des sanctions, à la fois de la part des États-Unis et de la part de l'Europe. C'est vrai que l'Ukraine a empêché le président Biden d'aller plus tôt en Asie. On sait que l'une de ses priorités, c'est de reconstruire le front, alors qu'il appelle des démocraties, mais disons un front asiatique et indo-pacifique contre la montée en puissance de la Chine. À cet égard, le petit sujet que vous nous avez fait écouter, qui parle d'une exagération de la menace chinoise, je ne suis pas sûre qu'il y ait exagération. Je pense que la Chine actuelle de Xi Jinping est une Chine impérialiste, la création des îles, Quel est son tort, selon vous? Quel est son tort de la Chine? Ne permet pas de dire qu'il y a une exagération de la menace chinoise. Cela étant, quel est le tort de la Chine, madame? Profite de sa présence en Asie, être puissante économiquement, mettre en lumière le parallèle entre invasion de la Russie, vous avez vu ce qui s'est passé, et envoyer un message à la Chine: si vous deviez envahir Taïwan, cela ne se passerait pas sans conséquence. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu cette politique d'ambiguïté stratégique, les États-Unis disant: nous reconnaissons la politique d'une Chine, donc un gouvernement, mais tout en reconnaissant la souveraineté de Taïwan qui ne peut pas être prise par la force. Alors c'est vrai que sans doute le président Biden, et ce n'est pas la première fois, va un tout petit peu plus loin que ce qu'auraient souhaité ses équipes, et d'ailleurs la Maison-Blanche a immédiatement dit non, il se contente de répéter ce qui figure dans une loi de 1979. Voilà, la forme était quand même comptée quand même. Derrière Taïwan et apporteront leur soutien en moyens militaires pour que Taïwan puisse se défendre. Donc on est bien dans le domaine de self-defense. Il ne s'agit pas d'offensive. D'accord. Juste pour revenir sur le terme d'invasion, vous employez le terme invasion, ce n'est pas ce que Moscou prétend. Hein. Moscou privilégie utiliser le terme de guerre. Opération spéciale. Oui. Moi, j'ai le sentiment quand même que c'est une invasion parce que l'Ukraine est un territoire souverain, quoi qu'en pense Vladimir Poutine, et que quand on voit les scènes de violence et de destruction, c'est une invasion qui a pour but, semble-t-il, de rayer l'Ukraine de la carte. Ok, semblable à ce qu'a fait les États-Unis, à ce qu'ont fait les États-Unis en Afghanistan, en Irak, selon vous? Alors, c'est un peu différent. Je pense que les États-Unis sont allés en Afghanistan sans doute pas pour les bonnes raisons, surtout en Irak. Oui. Je ne pense pas qu'ils aient cherché à détruire. Cela étant, ne me faites pas Pourtant, dire ils ont détruit. Les États-Unis ont eu une politique impérialiste en Amérique latine et beaucoup. Là, il s'agit d'équilibre de puissance. Et par exemple, si on prend le cas du Japon, votre sujet parlait aussi du Japon. Oui. Bon, les Japonais, quelque part, et l'opinion publique et les dirigeants japonais préfèrent encore un leadership américain dans la zone pacifique, indo-pacifique, qu'un leadership chinois. Donc je ne dis pas qu'il s'agit de choisir entre Karib et Silla, mais c'est un petit peu ça. Moi, je ne dédouane pas du tout le gouvernement des États-Unis. Je répète, qui, sous les gouvernements des néoconservateurs, ont commis des exactions, ont manipulé des gouvernements. Mais là, il s'agit quand même d'envoyer un message à une autre puissance, la Chine, qui, et je pense que plutôt que d'opposer démocratie, autocratie, moi je préfère, c'est plus intéressant, je pense, c'est plus porteur, dire qu'il y aurait une sorte de coalition des pays qui acceptent l'ordre international bâti sur des règles. Très bien, très bien. Donc, nous avons entendu votre réaction. J'aimerais aussi avoir celle de Manuel Pouchelet. Alors, quelle est votre première réaction à ces propos plutôt inattendus du président américain? Du moins sur la forme. Alors, le président américain, sur la forme, on va dire, casse les codes diplomatiques. Ce qui était très intéressant de constater, c'est que, ce dossier concernant la relation avec la Chine est pris en direct par la Maison-Blanche. Alors que d'habitude, normalement, c'est le secrétaire d'État américain, donc ici, ça aurait été M. Blinken qui aurait donné les éléments de langage.
Donc c'est un point important, c'est-à-dire que c'est vraiment préoccupant. Si c'est le président américain qui se charge de ce dossier, si vous voulez, c'est déjà un premier message qui est fort. Ensuite, vous avez plusieurs logiques. Vous avez côté chinois le congrès du Parti communiste au mois d'octobre, oui. Où actuellement M. Xi Jinping est un peu en faiblesse parce que dans son traitement de la crise covidique, il rencontre des oppositions, notamment à Shanghai. Et ensuite, vous avez côté américain, et c'est très important, vous avez bientôt les élections des midterms. Oui. Donc, si vous voulez, le président américain souhaite relancer le dossier des relations internationales et des enjeux géopolitiques de la zone Pacifique, qui pour eux est très importante parce que là, ils vont devoir, si vous voulez, dès à présent tester leur alliance. On a parlé du Quad, mais moi je vais parler également de l'AUKUS parce que vous pouvez y rajouter in extenso la présence du Royaume-Uni et de l'Australie qui est un dominion, donc en fait sous administration directe de Londres, mais aussi vous avez la présence française avec les territoires, notamment Tahiti et la présence française dans le Pacifique où les Américains vont devoir compter sur cette présence. Pour s'en convaincre, la France a mené un exercice de déploiement en zone Pacifique en début d'année avec des résultats convaincants. Donc c'est-à-dire que M. Biden, à l'heure actuelle, a un discours un peu surprenant, peut-être pour relancer une politique où il est très critiqué. On parle d'un terme pas très agréable le concernant, on parle de Sleepy Joe. Mais en même temps, de ce côté-là, les Américains montrent leur détermination et c'est très important parce que autant en Europe, ils pourraient faire sous-traiter, on va dire, la crise ukrainienne aux Européens qui sont encore divisés. Mais là, voilà que s'annonce le challenge asiatique avec la Chine où n'oublions pas pourquoi aussi maintenant pour les téléspectateurs que la Chine oui. devrait être première puissance mondiale en 2049 et ça, M. Biden tente du mieux pour le mieux d'essayer d'échapper à cette annonce. Et pourquoi ce challenge s'impose-t-il maintenant, selon vous ? Alors, il s'impose maintenant parce qu'en fait, il y a plusieurs choses qui concourent à la présence américaine. Quand vous regardez un petit peu par analogie avec la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont été la seule puissance à pouvoir déployer sur deux fronts différents, l'Europe et le Pacifique, une force militaire. Cette fois-ci, nous sommes en 2022. Je pense que le challenge va être nettement plus compliqué à relever, puisque cette fois-ci, vous avez quand même une puissance d'envergure qui est la Chine, qui n'a rien à voir avec celle du Japon. Et aujourd'hui, vous avez aussi la Russie qui fait son entrée dans le jeu de la problématique, chose qu'il n'y avait pas pendant la Deuxième Guerre mondiale où c'était l'Allemagne. Donc l'enjeu pour les Américains, ça va être de mobiliser leurs alliés, mais également de jouer stratégie, c'est-à-dire si on devait faire une comparaison habile, là vous allez vous retrouver confronté avec la stratégie du jeu de Go à celle du poker. Et le poker en bluff. Mais là, cette fois-ci, face aux puissances asiatiques et russes, on ne peut plus bluffer. On va demander des actes concrets. Et malheureusement, les alliés des Américains, l'objectif pour la Chine est de faire en sorte que les alliés des États-Unis doutent de la puissance et de la superpuissance américaine. Et permettez-moi justement de vous relancer sur les propos du président américain tenus aujourd'hui à la Chine, à l'égard de la Chine. On a l'impression que l'administration américaine laisserait de côté l'ambiguïté stratégique adoptée traditionnellement les présidents américains. Avez-vous cette même impression ? La pression actuelle que j'ai concernant la stratégie américaine dans la région est une région cruciale pour eux dans leur stratégie, on va dire, économique et également de lutte d'influence. Il faut savoir que là, cette fois-ci, on est vraiment en zone d'influence pacifique. Vous avez les Américains, vous avez la Chine, bien entendu, mais vous avez aussi des puissances un petit peu qui se sont consolidées avec le Japon, la Corée du Sud, et puis bien sûr, in extenso, vous retrouvez la Russie. Parce que la partie asiatique de la Russie est souvent négligée ou oubliée sous nos latitudes. Oui. Et ça, c'est un caractère important. Le ton fort qui a été employé par M. Biden aujourd'hui veut dire que la présence américaine se confirme et surtout, il ne faiblit pas, il ne tremble pas, chose que ses alliés pourraient douter actuellement. Anne Dezin, je reviens à vous. Cette volonté des États-Unis de se réaffirmer en Asie-Pacifique traduirait-elle une perte de vitesse au Moyen-Orient ou en Afrique, notamment face à une Chine et une Russie qui s'imposent en force dans ces territoires ? Il y a peut-être perte de vitesse, mais je pense que la volonté des États-Unis, c'est de se retirer du Moyen-Orient et de laisser les Européens se débrouiller avec ces zones d'influence qui sont proches géographiquement, justement de façon à pouvoir se redéployer sur l'Asie, sur l'Indo-Pacifique. Et à cet égard, c'est intéressant que le président Biden ait relancé le cadre économique Indo-Pacifique, IPEF, dans les termes anglais, donc avec 12 pays,
qui n'incluait pas Taïwan, et plusieurs sénateurs, 52 en l'occurrence, des républicains et des démocrates, ont dit à Biden, il est très très important qu'on inclue Taïwan parce que si on l'exclut, c'est mauvais sur le plan économique, mais c'est surtout un mauvais signal envoyé à la Chine de dire que nous ne sommes pas derrière Taïwan. Et à cet égard, on pourrait rapprocher des paroles sans doute très malheureuses de Joe Biden quand il avait dit à la Russie il n'y aura pas d'envoi de troupes américaines sur le territoire ukrainien. Quelque part, c'était lui dire que les États-Unis ne s'impliqueraient pas en cas d'invasion russe. On a vu ce qui s'était passé ensuite. Du moins sur le terrain. Oui. Et je vous retourne la même question, Manuel Bouchelet. Ce redéploiement des États-Unis en Asie-Pacifique, est-ce qu'il s'expliquerait, selon vous, par une perte de vitesse au Moyen-Orient ou en Afrique plutôt? Alors actuellement, concernant le Moyen-Orient, c'est sûr et certain, il y a un redéploiement et une reconsidération des forces sur le Moyen-Orient des Américains. Ouais. Moi, j'ai la chance d'habiter la région une partie de l'année, donc je peux vous le confirmer, la stratégie est complètement différente. Surtout par rapport à l'approche, parce qu'en fait, on se détourne du pétrole, hein, ça il faut le savoir. Maintenant, les Américains, en ce qui concerne l'Afrique, sont en concurrence directe avec la Russie et la Chine. Maintenant, il va falloir peut-être prendre en considération la Russie, parce que beaucoup de pays africains ont prêté, on va dire, allégeance à la politique de la Russie au moment de l'invasion de l'Ukraine, et ça a suscité de nombreuses critiques, y compris européennes. Mais ce qu'il faut aussi prendre en compte, je pense, dans cette affaire, c'est que les Américains, de toute façon, ne pourront pas être présents partout. Ils vont devoir soit faire sous-traiter cet aspect de question de stratégie et de défense de leurs intérêts par des alliés. On l'a vu par exemple dans le conflit en Ukraine. Oui, tout à fait. Alors pour l'instant, c'est l'Europe. Un soutien logistique, oui. Alors force est de constater que pour l'instant, ce qui réussit en Europe avec la partie logistique et du soutien aux forces ukrainiennes, c'est dans un premier temps la puissance de base américaine en Allemagne et en Pologne maintenant. Donc ça, c'est ce qui permet on va dire, de faire en sorte que les opérations réussissent. Maintenant, en ce qui concerne, alors c'est très important concernant les États-Unis, il faut savoir qu'ils ont des bases américaines présentes surtout en Asie, où ils peuvent assurer le déploiement. Mais il y a aussi une autre arme dont on oublie, qui est la présence de porte-avions. Et aujourd'hui, ce porte-avions, comme le disait la doctrine Nixon dans les années 70, c'est le prolongement armé de leur diplomatie. Et ça, c'est un message fort qui est adressé dans la politique de containment de la Chine. Et ça, c'est un aspect qu'il ne faut pas négliger, que M. Biden semble reprendre aussi à son compte. Est-ce que cela expliquerait aussi la volonté des États-Unis de renforcer l'OTAN avec la Suède et la Finlande? Les propos tenus aujourd'hui ne seraient-ils pas révélateurs de la stratégie que compte adopter dans un court terme Washington? Alors, Washington, si vous voulez, en ce qui concerne l'OTAN et l'Europe, notamment avec l'adhésion de la Suède et de la Finlande, de toute façon, les Suédois et les Finlandais étaient déjà engagés dans l'OTAN, dans la mesure où ils ont participé à des mandats de l'OTAN lors de la guerre en ex-Yougoslavie dont j'ai été témoin. Maintenant, ce qu'il faut noter en ce qui concerne la stratégie américaine avec l'OTAN, c'est-à-dire que l'OTAN, cette fois-ci, se reconcentre sur l'Europe, chose qu'elle n'avait pas faite depuis longtemps, elle s'était déployée principalement en Afghanistan, en Asie centrale et sur d'autres, et en Europe avec le conflit yougoslave. Mais ce qu'il faut dire aussi ce soir, c'est que l'OTAN, finalement, M. Poutine l'a ressuscité. On pense aux propos de M. Macron, président français, qui parlait de mort cérébrale. Mais heureusement, M. Poutine a ressuscité cette organisation qui, finalement, s'est transformée. Elle s'est transformée au moment de la chute de l'URSS et de la disparition du pacte de Varsovie, avec notamment en devenant le bras armé de l'ONU. Et ça, c'est une chose qu'il faut dire ce soir. Et aujourd'hui, avec ce conflit ukrainien, on a beaucoup de choses qui sont bousculées. Il faut rester prudent sur les analyses, on va dire, où là, on va rentrer dans la phase des 100 jours, où on va commencer à parler des premiers enseignements de ce conflit, en tout cas. Oui. Je reviens à vous, Anne Desine, ce redéploiement. Est-ce qu'il pourrait s'expliquer par le conflit en Ukraine? Vous parlez de la Suède et de la Finlande? Non, le redéploiement des États-Unis en Asie-Pacifique. Est-ce qu'on peut faire un parallèle? Oui. Mais ça a été une priorité de la présidence Obama.
curieusement de la présidence Trump aussi, si ce n'est qu'il s'est servi uniquement de l'imposition de droits de douane, ce qui n'est pas très très efficace, et qu'il est sorti du TTP, du partenariat transpacifique, qui de fait a affaibli les États-Unis et le clan des alliés des États-Unis. Mais cela fait 20 ans qu'aux États-Unis, les États-Unis sont tournés vers le Pacifique et que l'Europe est moins importante. À cet égard, c'est intéressant. Effectivement, les Américains cherchaient à se désengager de l'Europe. Cela fait plus de 10 ans qu'ils demandent aux Européens de contribuer davantage à l'OTAN, l'histoire des 2% de dépenses militaires qui a posé tellement de problèmes quand Trump les demandait de façon peu diplomatique. Et là, ce sont les États européens, l'Allemagne en particulier, qui d'elle-même décide d'augmenter ses dépenses militaires, décide de sortir de son rôle de neutralité. Quant à la Suède et la Finlande, qui participaient bien sûr aux travaux de l'OTAN, qui étaient activement liés. Là, ils franchissent une étape supplémentaire, qui est le fait de Vladimir Poutine. Il ne l'aurait pas fait s'il n'y avait pas eu cette attaque contre un voisin. Alors, est-ce que ça peut changer les choses? De toute façon, la Russie a toujours dit « oui, nous sommes menacés par l'OTAN, oui, nous sommes menacés par l'Union européenne ». Il est clair que le Vladimir Poutine d'il y a, disons, de l'année 2000 et de maintenant est entièrement différent, à la fois... C'est un discours qu'il a toujours tenu. La menace de l'OTAN est un discours toujours tenu depuis toujours par oui, complètement. Vladimir Poutine. Mais la question, c'est... La question a toujours été sur la table. Effectivement, il y a eu un désir des États-Unis et de l'Europe d'augmenter l'OTAN et que ça posait un risque réel à la Russie, ou bien est-ce que c'est une instrumentalisation du récit pour justifier un certain nombre des actes de la Russie, dont la Crimée, dont l'attaque actuelle? C'est ça la grande question. Très bien. Je reviens à vous, Manuel Pouchelet. Avant d'aller plus loin, un petit éclairage s'impose sur le statut autonome de l'île de Taïwan, qui est au cœur de ce débat, sachant qu'elle est considérée par la République populaire de Chine comme sa 23e province. Jusqu'où se limite aujourd'hui le pouvoir de Taipei ? Alors actuellement, c'est vrai que c'est un sujet délicat à aborder. Ouais. Dans l'esprit des Chinois, pour avoir eu la chance de travailler avec eux au niveau onusien et en opération, lorsque vous parlez de Taïwan, c'est un sujet pour lequel tout d'un coup les visages se crispent et le vocabulaire devient nettement plus agressif. Oui. Moi, j'ai déjà eu la remarque d'officiers chinois en me disant « Taïwan, c'est la Chine ». Et c'est vrai que j'ai la chance aussi d'avoir dans mon réseau personnel des personnes taïwanaises. Et si vous voulez, pour eux, Taïwan, c'est une forme de problème qui n'a pas été réglée et qui hérite d'une longue histoire de la période de la Chine au moment du XXe siècle et de son indépendance. Donc si vous voulez, c'est un sujet qui, de toute façon, je pense que Taïwan, sans vouloir reprendre une expression en disant « elle tombera comme un fruit mûr », je ne pense pas que militairement la Chine va attaquer Taïwan parce que cela ainsi obligerait des réactions américaines, cette fois-ci militaires, ainsi que de leurs alliés. Je pense que Taïwan tombera de manière un petit peu différente, avec une stratégie en mettant au pouvoir, on va dire, un espèce de gouvernement fantoche qui tout d'un coup prêterait allégeance à Pékin. C'est peut-être la stratégie que M. Xi Jinping va nous proposer, mais tout cela reste à confirmer. Les Américains s'immiscent vraiment dans cette affaire de Taïwan avec une forme de déterminisme rare. N'oublions pas qu'on a eu la visite de la vice-présidente américaine dans la région il y a à peu près 6 mois, et là c'est M. Biden qui se déplace. Donc si vous voulez, le message adressé est fort envers la Chine, et concernant la question de Taïwan, je pense que c'est encore un peu plus important, je pense, dans l'approche américaine que ce que n'est la crise ukrainienne en tout cas. Jusqu'ici, la virulence de l'administration américaine se limitait à des sanctions économiques. On parlait de guerre économique l'an passé, enfin les années précédentes. Ici, on a l'impression que les États-Unis sont montés d'un cran, on va dire. Oui, je vous le confirme, le discours est beaucoup plus agressif, beaucoup plus déterminé. J'aime pas tellement le terme d'agressif, mais je préfère vous dire déterminé ce soir. Pour que le président américain s'engage, c'est-à-dire que c'est un dossier, cette fois-ci, qui est repris directement par la Maison-Blanche et non plus par le secrétariat d'État, ce qui montre vraiment la volonté américaine de « on ne passe pas » ou « ça ne passera pas », si vous voulez. Ça, c'est très important. Ouais.
Permettez-moi de vous relancer également, Anne Désine. Les États-Unis, le Japon et plusieurs pays occidentaux ne cessent de prôner l'indépendance totale de Taïwan. Mais qu'en est-il réellement de la volonté de son peuple? Alors, moi, j'ai aussi la chance de côtoyer un certain nombre de personnes de Taïwan qui ont un sens très profond de leur souveraineté, qui ne se considèrent pas du tout comme la énième province de Chine. Mais je pense que ce qui peut motiver une différence dans l'attitude des États-Unis, c'est que dans le cas de Taïwan, il y a vraiment un lien extrêmement étroit entre l'économie, le militaire et le géostratégique. Rappelons-nous que Taïwan, c'est le gros producteur de semi-conducteurs. Si Taïwan tombait sous la houlette chinoise, ça veut dire que les États-Unis, qui sont très dépendants de ces semi-conducteurs, enfin nous le sommes aussi en Europe, on s'en est bien rendu compte pendant la crise du Covid, cela veut dire que ces semi-conducteurs seraient entre les mains de, alors peut-être pas l'ennemi, mais de l'adversaire principal des États-Unis. Donc quelque part, il y a aussi cet aspect économique qui explique que les États-Unis aillent assez loin dans leur prise de position vis-à-vis de la Chine. Oui. Manuel Pouchelet, où se situe la volonté du peuple taïwanais dans tout cela? De toute façon, moi, je pense que je ne peux confirmer que ce qui vient d'être dit par votre invité. De toute façon, le peuple taïwanais est souverain. Et aujourd'hui, c'est même très délicat d'échanger avec eux sur la Chine et ce que représente l'enjeu de la présence de la Chine si proche, on va dire. Mais c'est vrai que les enjeux concernant Taïwan sont importants. Mais on peut éventuellement peut-être faire un parallèle avec la Chine en ce moment, avec la ville de Shanghai ou de Hong Kong, où il y a cette espèce de forme de liberté qui vient de s'inviter et qui ne plaît pas du tout au Parti communiste chinois et notamment à son premier secrétaire qui est M. Xi Jinping. Donc je pense que de toute façon, tôt ou tard, Taïwan va devenir l'enjeu au nom de certaines idées de liberté, etc. Et c'est ce qui agace Pékin. Et je pense qu'à l'image de M. Poutine, j'espère que les Américains ne feront pas l'erreur d'humilier la Chine avec Taïwan, parce que là, je pense que la notion de colère serait décuplée par rapport à celle de M. Poutine, en tout cas. Ouais, une dernière question, Manuel Pouchelet. Avec les propos tenus aujourd'hui par Joe Biden, peut-on s'attendre à une escalade les jours à venir? À quoi doit-on s'attendre dans les jours à venir? Je pense qu'il y aura une escalade. Pour l'instant, si l'escalade est verbale et que les relations internationales, notamment diplomatiques et un canal d'ambassade sont maintenues, c'est le plus important. Maintenant, il faut faire très attention au verbatim. Nous avons aux États-Unis une culture qui est différente et où la colère n'a pas sa place. C'est toujours dans la pondération que vont réagir les Chinois et ils vont faire un peu à l'image des Russes, tout comme dans ces cultures extrêmes orientales où ils vont les confronter à leurs contradictions. Et ça, c'est très important de le souligner. Maintenant, de là à savoir si engagement militaire il y a, on le verra. De toute façon, on a déjà observé certaines gesticulations de la Corée du Nord avec des essais, ce qui est déjà des prémices de messages forts également de ce côté de cette région du monde. Mais vous savez, maintenant, on est dans une partie de bluff, on est dans une partie où le vocabulaire et la parole est décomplexé, et des fois qui casse les codes diplomatiques, et je pense qu'il faut rester très prudent concernant cette question en tout cas. D'accord. Anne Désine, à quoi peut-on s'attendre dans les jours à venir après de tels propos et vu la réaction de Pékin? Comme ce qui vient d'être dit, en fait, nous n'avons pas de boule de cristal. La situation est très, très délicate, très dangereuse, que ce soit avec la Russie ou avec la Chine. Et il y a les codes diplomatiques. Il y a aussi ce qu'on dit beaucoup pour Poutine, ce qui est encore plus important pour la Chine, cette idée de sauver la face. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attaquer la Chine trop frontalement, de façon à ce qu'il n'y ait pas cette perte de face qui pourrait amener la Chine à aller un peu plus loin que prévu. La grande différence quand même, si on parle d'installer une sorte de gouvernement fantoche à Taïwan, bien sûr on pense à Hong Kong, parce qu'à Hong Kong c'est ce qui se passe, c'est ce que aussi Poutine a réussi à faire en Biélorussie, mais là justement en raison de cette cohésion du peuple taïwanais, de cet attachement à la démocratie, de cet attachement à l'ordre international, ce sera peut-être plus difficile de faire en sorte d'installer un pro-Pékin dans la capitale taïwanaise, à Taipei. Donc, quelque part... Et la stratégie inverse serait d'installer un pro-américain? Non, il ne s'agit pas.
c'est jamais, enfin pour moi, c'est jamais en termes, bien que les Américains réfléchissent très souvent en termes de blanc, noir, le mal, le bien, etc. C'est beaucoup plus compliqué. Il y a des gradations. Et l'idée, que ce soit avec la Russie ou avec la Chine, c'est de maintenir un certain nombre de canaux diplomatiques, même si M. Macron en fait peut-être trop et ça a été critiqué, mais de maintenir ouverts des canaux diplomatiques de façon à ce que l'irréparable ne soit pas commis. Anne Désine, je vous remercie pour votre intervention. Malheureusement, cette émission touche déjà à sa fin. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes spécialiste des États-Unis, auteur du livre « Les États-Unis et la démocratie » paru en 2019 aux éditions L'Harmattan. Je vous remercie vous également, Manuel Pouchelet. Vous êtes expert en relations internationales et en géopolitique. Merci à vous deux et merci à nos téléspectateurs de nous avoir suivis. Cette émission touche donc à sa fin. Restez sur L24 News. Vous avez rendez-vous avec le journal de 19h ce soir présenté par Nouhad Belkhadam.